Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'invité de l'économie. Le G20 qui vient de s'achever à Saint-Pétersbourg marquera-t-il le grand soir de la lutte contre l'évasion fiscale? C'est en tout cas l'occasion du siècle selon l'OCDE, cheville ouvrière de ce grand chantier. Et même Vladimir Poutine, l'hôte du sommet, a souligné que le sujet avait fait consensus, loin des déchirements sur le dossier syrien. La chasse aux mauvais payeurs est-elle donc ouverte ? Qu'il s'agisse des particuliers ou des entreprises. Nous en parlons aujourd'hui avec Manon Sierazek-Laporte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate fiscaliste et auteur d'un ouvrage sorti en juin dernier, Exilés fiscaux, tabous, fantasmes et vérité. Absolument. Alors, première question peut-être, pourquoi selon vous cette belle unanimité au G20 sur cette question de la lutte contre l'évasion et contre l'optimisation fiscale? On verra ensuite la différence entre les deux. Est-ce qu'à votre avis, c'est la crise économique qui a changé la donne? Probablement, les États ont besoin de recettes budgétaires et qu'on voit que les États-Unis ont 1000 milliards d'endettement, enfin d'évasion fiscale, de déficit, ou d'argent en tout cas de capitaux étrangers, effectivement il faut aller récupérer l'argent. Et aujourd'hui ce qui est bien, c'est qu'il y a un consensus très important, c'est qu'il y a une véritable volonté politique. Alors après il faut que ça suive derrière, mais c'est un consensus qu'on attend depuis très longtemps. Alors vous dites effectivement 1050 milliards d'euros, ça c'est le manque à gagner du fisc américain quant à l'impôt que devraient payer les sociétés américaines dans ce pays. Absolument. On a d'autres chiffres tout à fait stratosphériques à citer, par exemple pour l'Union européenne. Selon la Commission, le manque à gagner en termes d'évasion fiscale, c'est 1000 milliards d'euros par an, alors que le budget de l'Union européenne, le budget annuel, c'est 150 millions. Autrement dit, c'est un rapport pratiquement de 1 à 10. On prend un autre chiffre, par exemple, que nous donne Gabriel Zucman, qui est un économiste de la Paris School of Economics et qui est spécialisé sur cette question de l'évasion et de l'optimisation fiscale. Lui, il dit qu'il y a 6 000 milliards d'euros de fortunes offshore qui appartiennent aux ménages, au privé dans le monde, et que la moitié de cette somme appartient à des Européens. Donc on voit bien l'ampleur du phénomène. Alors au G20, il y a eu notamment une proposition phare qui est l'échange automatique des données bancaires, qui risque donc de devenir le standard, si tout va bien, si cette proposition est retenue. Comment ça marche aujourd'hui? Ça n'est pas le cas. Non, aujourd'hui ce n'est pas le cas, c'est sur demande. C'est-à-dire que l'autorité fiscale française demande à l'autorité fiscale étrangère s'il existe un compte. Bon. Donc l'échange n'est pas spontané, n'est pas automatique. À partir du moment où on change les standards de l'OCDE, il faudra redéfinir la convention, en tout cas 3000 conventions, et à ce moment-là dire qu'à partir du moment où une personne physique ou une personne morale ouvre un compte, il faudra le signaler à l'autorité fiscale française. Donc ça change complètement la donnée. C'est la levée du secret bancaire, puisque vous ne pourrez pas détourner l'argent en tentant d'aller dans un pays où ça ne sera pas déclaré. Voilà, les banques du monde entier sont obligées effectivement de s'échanger leurs données. Donc là, il n'y a plus de secret bancaire. Et l'intérêt de cette convention multilatérale qui est proposée par l'OCDE pour cet échange automatique des données, c'est justement de ne pas renégocier les 3000 et quelques conventions qui existent. Absolument. Mais sinon, il faudrait renégocier, puisque c'est un modèle OCDE, il faudrait renégocier toutes les conventions. Donc si tous les pays y adhèrent, effectivement, il faut ratifier la convention et elle sera applicable pour tous les pays OCDE. Alors, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux? Parce que vous le faites remarquer, c'est donc la fin du secret bancaire, concrètement. Or, on sait qu'un certain nombre de pays, y compris au sein de l'Union européenne, y tiennent. Je pense notamment à l'Autriche ou au Luxembourg. Est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que c'est réalisable? Si tout le monde participe, c'est réalisable. Le problème, c'est la volonté politique, parce que vous pouvez parfaitement donner des informations disponibles. Vous donnez le nom, l'identification du... Mais c'est parfaitement faisable. Ça va être un peu compliqué à mettre en place d'ici 2 ans, mais ça peut se faire. Il faut juste la volonté des États et des intervenants à y arriver. Alors dans votre livre « Exilés fiscaux » dont nous parlions, vous faites le distinguo entre les exilés fiscaux et les évadés fiscaux. Autrement dit, ceux qui respectent la loi et ceux qui ne la respectent pas. Mais est-ce qu'à un moment donné, même en respectant la loi, on n'a pas une attitude, on va dire, immorale? Alors, pour reprendre les termes, l'exil fiscal, c'est l'exercice d'un droit. Liberté de la circulation, même si on y voit une connotation morale, c'est un droit. L'évasion fiscale, c'est l'utilisation de façon habile, finalement, de la loi, mais ça peut être répréhensible.
Et l'optimisation fiscale, c'est utiliser les failles de plusieurs législations, quitte à ne pas payer d'impôts du tout. Parce qu'au départ, les conventions, si vous voulez, elles évitent les doubles impositions. Mais quand vous faites du treaty shopping, c'est-à-dire que vous choisissez la convention qui vous convient, là, vous pouvez arriver à une imposition nulle. Donc, du coup, vous ne payez l'impôt nulle part. Et c'est là où c'est choquant. Donc, l'imposition, si elle avait lieu, cette double imposition, dans le pays, par exemple, où il y a le siège de l'entreprise, Absolument. et dans le pays où l'entreprise opère. Et c'était pour éviter donc cette double imposition qu'on a passé ces conventions multilatérales qui, aujourd'hui, sont, on va dire, criblées de trous dans lesquels les multinationales donc s'engouffrent, en particulier elles, mais on va voir qu'elles ne sont pas les seules. Mais là encore, on va donner des exemples concrets aux téléspectateurs. L'exemple de Google. Tout le monde connaît Google. Eh bien, le chiffre d'affaires de Google en 2011 en Europe, c'était 6,5 milliards d'euros. Or, par un jeu d'écriture qu'on va détailler, expliciter, Google n'a réglé que très peu d'impôts. Et pour la France, par exemple, ça a été un manque à gagner de 150 millions d'euros de recettes fiscales. On peut citer Starbucks aussi, qui est connu en France pour ne payer aucun impôt depuis son arrivée sur le territoire en 2004, alors que dans la même période, son effectif a sextuplé et son chiffre d'affaires a été multiplié par 16. Alors, cette optimisation, donc on a expliqué, c'est jouer dans les trous de la législation, mais ça marche comment ? Qu'est-ce qu'elles font, ces entreprises ? Les entreprises utilisent, si vous voulez, les filiales qu'elles ont parce qu'elles ont des bases mobiles de taxation, donc c'est de l'Internet, donc on ne sait pas vraiment où les taxer, et donc elles profitent de ce vide juridique, finalement, pour ne pas payer d'impôts ou en payer très peu. Et elles refacturent en fait à l'intérieur. Il y a plusieurs techniques, c'est ça. Il y a plusieurs techniques, donc soit en utilisant leur filiale, soit avec des intérêts d'emprunt qu'elles vont là lourdement déduire. Elles vont choisir finalement les pays à fiscalité privilégiée pour réduire leur impôt. Mais il y a multiples les transferts indirects de bénéfices, c'est un peu technique, mais c'est ce qu'utilisent les multinationales. Ce qu'il faut en conclure, si vous voulez, c'est qu'il y a quand même une différence entre l'impôt que va payer, effectivement, comme vous le disiez, les multinationales, qui est finalement de 5, 6 ou 7%, ou 8%, et puis les PME qui, elles, vont se retrouver vraiment taxées à 20, 25, 30, 33%. Alors justement, Angel Gurria, peut-être que c'est mieux prononcé comme ça, qui est donc le patron de l'OCDE, est absolument sur votre position. Écoutez-le. Que reste-t-il au trésorier, au ministre des Finances ? Les petites et moyennes entreprises ? Taxer la classe moyenne ? Tout cela a une limite. Et politiquement, ce n'est pas vraiment faisable. Donc il faut mettre les grands groupes à contribution. Voilà, donc c'est le deuxième grand axe du G20 de Saint-Pétersbourg, c'est le programme BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, qui est en fait donc un programme futur qui devrait être concret en 2015, 15 mesures justement pour lutter contre ce transfert de bénéfices et cet évitement de l'impôt. Là encore, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est jouable, est-ce que c'est réalisable ou est-ce que c'est un vœu pieux ? Tout dépend ce qu'on veut en faire. L'érosion monétaire doit être arrêtée. L'érosion de la base d'imposition doit être arrêtée. Et donc, finalement, tous les pays doivent participer à une base commune sur l'assiette de l'impôt, c'est-à-dire sur ce qu'on est imposé, et que les règles soient semblables. Parce que vous retrouvez avec des PME qui ont en France, par exemple, qui ne peuvent pas bénéficier des mêmes moyens que les multinationales qui vont payer beaucoup d'impôts, et les grosses multinationales ou les multinationales qui vont bénéficier justement de conventions internationales parce qu'elles sont installées partout, elles ont des filiales et elles ont des conventions internationales multiples, et qui vont pouvoir bénéficier de réductions d'impôts, quitte à payer peu d'impôts. Et en plus, je ne parle même pas des comptes offshore qu'elles peuvent avoir dans les paradis fiscaux. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une inégalité de traitement, si je puis dire, une rupture presque d'un principe d'égalité, qui est quand même contraire en France à la Constitution, et qu'il faut absolument rétablir. Ne serait-ce, au-delà de l'impact financier, des recettes budgétaires qu'il faut trouver, il y a des problèmes de droit, des problèmes constitutionnels, je dirais, et des problèmes d'inégalité à l'impôt. Et on se rend bien compte que c'est un chantier absolument pharaonique, énorme. Il y a peut-être un autre chantier, on en terminera par là, pour couper l'herbe sous le pied à ces optimisations ou à ces évasions un peu immorales quant au principe d'égalité devant l'impôt. C'est l'harmonisation fiscale, et notamment en Europe.
L'harmonisation fiscale, ça fait Pascal Saint-Amand, je crois il travaille depuis quelques années. Qui est un expert de l'OCDE. Qui est un expert de l'OCDE. Et donc, il a beaucoup travaillé sur les paradis fiscaux, sur l'harmonisation européenne. Et c'est une rude tâche de travailler sur la base consolidée de l'impôt sur la société. C'est-à-dire sur quoi on va imposer les personnes. Parce que vous avez des bases mobiles, c'est-à-dire et des bases fixes d'impôts. Donc, il faut trouver une base consolidée, c'est-à-dire harmonisée, convergente entre les États de l'Union européenne. Parler finalement le même langage, parler de la même chose, alors que les enjeux sont importants, parce qu'en termes économiques, vous pouvez attirer énormément d'investisseurs chez vous, et cela contribue évidemment au développement économique. Il y a une concurrence finalement qui ne dit pas son nom, entre les différents membres de l'Union européenne. Une concurrence fiscale dommageable, ce qu'on appelle ça en jargon. Et même au sein de l'Union européenne, les conventions fiscales peuvent permettre d'éluder l'impôt français. Donc il n'y a pas que les multinationales. Il n'y a pas que les multinationales, on l'a bien compris. On pourrait parler de ce sujet pendant de longues heures encore, mais c'est la fin de cette émission, de cet invité de l'économie. Je vous remercie beaucoup, Manon Sierazek-Laporte, d'être venue jusqu'à nous. Je rappelle donc que vous êtes avocate, fiscaliste et auteur donc d'un ouvrage qui s'appelle « Exilés fiscaux, tabous, fantasmes et vérité ». C'est donc la fin de cet invité de l'économie. Merci à vous de l'avoir suivi.